Salut, c'est Ronan, en quasi-direct depuis l'ultime actual leader. Aujourd'hui, tentative de podcast sifflant à bord du monstre. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Bon, j'espère que ça va être audible pour vous quand même, malgré le bruit. Ça fait 5 jours qu'on est parti de Brest et il s'est jamais arrêté, sauf quelques rares minutes le temps d'une manœuvre. Là, je suis encore dans ma bannette, un lit pour les marins. Enfin, un lit. C'est une toile tendue dans un tube en carbone. D'ailleurs, pratiquement tout est en carbone sur ce bateau. Heureusement, j'ai eu le droit à un gros pouf et ça c'est hyper confortable. Tellement confortable que j'ai un peu trop dormi. Il est bientôt 5h du mat, il fait encore bien nuit, mais j'avais prévenu Yves que j'irais le voir vers minuit. Bon, je me lève, éclairé à la frontale bien sûr. Dans ce bateau de course, tout est hyper minimaliste. Gain de poids oblige. Donc ce prototype est à la fois très grand, 32 mètres de long pour 23 mètres de large, mais surtout très petit et vide. Ma chambre ou bureau, que j'appelle ma cave, c'est le compartiment moteur, où il y a également les batteries et une ancre. Et il y a juste une toute petite fenêtre ronde. En fait, c'est une trappe de sécurité si jamais le bateau se retourne. Sinon, c'est tout noir de carbone, minimaliste je vous dis. Pourtant, c'est l'endroit le plus confortable parce qu'on est au centre du bateau. Au-dessus de moi, il y a le mât. D'ailleurs, ça, c'est la boule de pied de mât qui craque régulièrement. Bon, j'enfile mes chaussures tant bien que mal. Ah sa mère la J'ai rangé mes bottes depuis qu'on est dans les alizés. Faut se rendre compte que ça bouge vraiment beaucoup. C'est des mouvements violents et imprévisibles. Des accélérations, des plantées, mais surtout des hauts, des bas. Et la particularité de ces bateaux, équipés de foil, c'est des espèces de translations sur les côtés. Bref, c'est un jeu d'adresse en permanence pour pas se vautrer la tête dans le carbone. Je m'accroche à tout ce que je peux pour me faufiler dans la coque et monter à l'échelle. En aluminium, tiens, celle-là. Évidemment, en haut de l'échelle, il y a une trappe en carbone à ouvrir. Il faut attaquer plus. On commence par rouler J3 d'abord ou quoi? Apparemment, il y a une manœuvre qui se prépare. Je suis dans la cabine ou la cabane, la pièce de vie d'Yves et Alex. Il y a un lit, un ordinateur, une mini-cuisine, en carbone également, ainsi qu'un genre de placard pour les cirés trempés. Sur l'ordi, je vois qu'on est à 35, 36 nœuds, ça bourrine. J'ouvre la pression du J1. Je me mets à 120 de gants. Excuse-moi. Pas de soucis. Ouais, donc qu'est-ce qui se passe? On vient de faire un changement de voile. On est passé de J1 à J2 pour réduire un petit peu de vent parce que le vent est un peu plus fort et un peu plus serré. La combinaison qu'on avait était commençait à charger un peu le bateau. Donc on est passé avec une voile plus petite et un angle un peu plus serré. On doit être à peu près équivalent en vitesse, je pense. Même limite plus rapide. C'est pas ça, ouais. Tu vas être couché? Oui, je vais me coucher. Oui, monsieur. Je vais faire un petit dodo. Et ça fait combien de temps que tu étais sur le pont? 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Ouais, j'ai pas trop regardé, mais ça te sent, ouais. Je suis fatigué là, en tout cas, je vais bien dormir. Nous sommes sur le bateau d'Yves Le Blévec. Sur cette course, il n'y a que des marins d'expérience et de légende. La particularité d'Yves, c'est qu'il a gagné la prestigieuse Mini Transat sur des tout petits bateaux de 6,50 m avec le même sponsor qu'aujourd'hui, Actual. L'entreprise a grandi avec lui jusqu'aux bateaux les plus rapides du monde, les ultimes. Est-ce que tu peux nous décrire l'endroit où on est ici là? C'est le cockpit, c'est ça, non? Ouais, là on est dans le cockpit, dans la zone de manœuvre. Comme c'est un bateau qui est vraiment dédié à la navigation en solitaire, en équipage réduit, il y a une zone qui est très abritée, tu vois, parce que là on est mieux de ce côté-là de la cloison que de l'autre, hein, où on serait en plein vent et en plein embrun. Et en plus, dans cet endroit-là reviennent toutes les manœuvres du bateau. Et au milieu, on peut transformer la zone de manœuvre en salle de sport. Il y a ce qu'on appelle couramment un moulin à café, tu vois, une colonne qui permet d'actionner les différents winches qui permettent de tirer sur les manœuvres des voiles.
Et ouais, c'est hallucinant le nombre de boots et de réglages et de boutons et de machins qu'il y a. Là, je suis complètement perdu. Là. Tu t'y retrouves toi à chaque fois? Bah écoute, on s'y retrouve bien parce que c'est toujours un peu les mêmes manœuvres. Quel que soit le bateau, on a toujours les mêmes réglages de voile. Après, on a des codes couleurs qui nous aident et puis il y a l'habitude de bien connaître le bateau. Il y a pas mal de marquages aussi au cas où on soit un peu fatigué. Mais par contre, ça nécessite de faire souvent le ménage pour que tous les cordages soient bien rangés. Qu'en cas de manœuvre un peu précipitée, parce que ça arrive des fois, que ce soit pas un sac de nœuds, quoi. Et le jour se lève, là, on est à l'ouest des îles du Cap-Vert. Et on fait globalement du plein sud en direction du Poteau Noir. La prochaine étape, ça va être de rentrer dans le Poteau Noir, c'est-à-dire cette espèce de zone qu'il y a entre les alizés de l'hémisphère nord et les alizés de l'hémisphère sud. Vas-y, hein, si tu veux. Je vais régler un petit peu. Donc là, si je me trompe pas, tu règles le pilote automatique, c'est ça? Tu lui donnes des consignes un peu différentes. Ouais, c'est bien ça. En fait, là, le pilote, il est réglé pour suivre un angle par rapport au vent. Mais le vent, il change quand même pas mal, tu vois. Donc, on n'arrête pas de changer la consigne et même de changer des fois les paramètres de pilote pour qu'il soit un peu moins réactif. Mais là, on a un pilote automatique qui est quand même assez énervant parce qu'il est vraiment très bon. Et du coup, il faut vraiment être hyper concentré pour arriver à son niveau. En vitesse, on se balade entre 32 et 38 nœuds, tu vois, c'est assez variable. Là, précisément, on est en 34, 35, 34, 35, 36. J'ai compté tout à l'heure, là, devant toi, tu as 27 chiffres qui défilent. Tu sais vraiment tous ce qu'ils veulent dire? Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup moins que dans un cockpit d'avion, mais des informations qui sont fondamentales pour nous à avoir. Notre direction, notre vitesse. Donc ça, depuis qu'on a des GPS, c'est assez facile à avoir. Et après, c'est toutes les informations qui concernent le vent, c'est-à-dire la force, la direction du vent et l'angle du vent par rapport au bateau. Et en fait, comme on va vite, c'est le genre d'informations où on ne peut plus trop se fier à nos sensations. En fait, la vitesse générée par le bateau impacte tellement la sensation du vent qu'on a toujours l'impression que le vent est de face, ou quasi, alors qu'il ne l'est pas de face. Il faut recalculer en permanence l'impact de notre vitesse sur la perception du vent. Il y a d'autres sensations qui sont super importantes, c'est les mouvements du bateau. Il y a un dispositif à bord qui mesure les mouvements du bateau, mais on n'a pas la restitution sous forme de chiffres, parce que ça, on sait très bien le faire. Et c'est vraiment ça, souvent, qui va conditionner la façon dont on appuie sur l'accélérateur ou pas. Mais il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi de regarder dehors, juste de regarder les nuages, savoir si on va se prendre un train. Là, celle-là, on était content d'être abrité, parce que là, on serait trempé, quoi, si on n'était pas à l'abri. Ouais, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que finalement, vous êtes comme sur un tout petit optimiste à regarder ce qu'on appelle les penons là, pour vos réglages de voile. Bah, en fait, c'est un bateau à voile. Pour qu'une voile soit bien réglée, on a des penons sur les voiles, c'est des petits brins de laine qui sont scotchés aux voiles et qui permettent de voir si l'écoulement de l'air se fait proprement sur la voile. Et ça, on n'a rien trouvé de mieux. Et donc, on fait ça énormément à l'œil. Et la nuit, avec une lampe torche pour regarder le réglage de la voile. Tu mets ça sur 24 heures, 12 fois, ça fait 1200, 1400 km. En 24 heures, on va plus du nord au sud de la France, tu vois. Et ça, par exemple, le faire en voiture, déjà, c'est un peu de challenge, quoi. Dès qu'on met une notion de durée, tout de suite, on s'aperçoit qu'on va vraiment vite. Cool, merci. C'est vrai, ça a vraiment existé. Ça a vraiment existé.